Deuxième minute, Onis déborde, centre pour Petit qui prolonge sur Noguès qui rate derrière sa reprise, toujours Noguès qui centre une talonnade de Moisan, renvoyé par un défenseur, c'est un corner. 12e minute, centre de d'Alger, Onis en excellente position, à côté. 34e minute enfin, coup franc pour l'équipe de Malmö, Ettori hésite, reprise de Bollarsson et finalement Kimball, Monaco 0, Malmö 1. Ce sera, comme vous le savez, le score final, c'est pourquoi nous retrouvons Kimball, vu d'un autre angle. On reste tout de même confiant, Monaco possède la meilleure attaque du championnat avec 27 buts, alors 2 buts en 55 minutes, seulement voilà. Les joueurs de Monaco n'arrivent pas à prendre de vitesse cette défense suédoise et quand vous voyez un joueur démarqué à l'approche des buts de Moeller, c'est qu'il est hors jeu. Ici, c'est le capitaine Jean Petit. En football, on s'inquiète devant un adversaire supérieur. Malmö n'était pas supérieur. Certaines fois, on manque de réussite. Ce soir, on pouvait jouer longtemps, même 2-3 heures, qu'on n'arrivait pas à marquer parce que vous avez bien vu qu'on n'arrivait pas à se prendre cette défense. Alors, c'est un problème tactique. Mais où se trouve le libéraux sur ces images? Il faut quand même dire que s'ils n'ont pas fait un bon match, il ne faut quand même pas enlever les mérites, disons, de l'équipe de Malmö. On dit que c'est une équipe qui est sans génie, peut-être, mais elle a quand même joué d'une façon intelligente. Mais il est certain que là, nous sommes heurtés à une défense en ligne qui avançait rapidement et qui nous a posé bien des problèmes. Nous y sommes, la défense en ligne. Mais oui, Moll, Andersson, Erlandsson, Roy Andersson et le capitaine Christensen évoluent sur la même ligne. Un système de jeu que l'on croyait dépassé depuis 1964, après la réussite d'Elinho Herrera et de son club l'Inter de Milan avec le libero. Un joueur qui se tenait en retrait de ses défenseurs et qui s'abstenait de tout marquage. Mais l'entraîneur anglais de Malmö, Bob Houghton, ne connaît pas le Catenaccio. L'ennui, c'est que les joueurs de Monaco ne connaissent pas la défense en ligne, tout au moins, ils n'en ont pas l'habitude. Il existe pourtant une solution. Ben, la solution, c'est, disons, de faire davantage, disons, de balles croisées avec des joueurs qui demandent à l'opposé. Malheureusement, nous n'avons pas su le faire ou très peu. Une seule fois en tout et pour tout, à la 43e minute. Un renvoi de la défense. Moisan renverse le jeu sur Christian d'Alger qui, parti de derrière, n'est pas hors jeu. D'Alger prend tout son temps. Il trouve la tête d'Onis qui donne pour Courbis, le poteau renvoie. Mercredi dernier, Monaco était comme l'étudiant qui n'arrive pas à résoudre un problème alors qu'il connaît le théorème. Et tout comme l'étudiant, il s'énerve, car l'heure tourne et le surveillant va bientôt ramasser les copies. Le surveillant, vous l'avez sans doute compris, était en l'occurrence l'Allemand de l'Ouest, M. Frickel. Essayé, ils n'ont pas réussi. Il faut dire aussi que ce qui se passe dans ces moments-là, il y a un certain nervosisme qui se produit, étant donné que le joueur pense aussi que l'adversaire menant, que ce but compte double, que même si on égalise, il faudra encore marquer un deuxième but, on verse un peu, disons, un nervosisme, ce qui fait qu'on garde trop la balle, on la conduit, on ne la donne pas toujours au moment qu'il faut, et dans ces conditions-là, il est certain que c'était très difficile de pouvoir renverser le résultat. Monaco s'est battu lui-même. Cette défaite de Monaco, c'était un peu celle de la Hollande lors de la finale de la Coupe du Monde 74. 2 buts imprévisibles, mercredi celui de Kimball, il y a 4 ans celui de Niskens à la première minute. Un problème tactique, au stade Louis II, la défense en ligne, au stade olympique de Munich, le marquage serré de Foyt sur Cruyff. L'entraîneur de cette équipe de Hollande s'appelait pourtant Rinus Michels et les joueurs Johan Cruyff, Rep, Niskens, Reisenbrink. Alors il y a des matchs où rien ne réussit. Mais monsieur Vitalis, Chaussin-Noguès, ne vous inquiétez pas, on peut très bien être recalé à un examen et réussir de brillantes études. Jean-Paul Sartre n'avait-il pas raté sa première année d'agrégation? Petit constitue un handicap certain, même si le valeureux Raoul Noguès se retrouve en milieu de terrain, Solaire étant en position d'ailier gauche. Des champions de Suède en maillot clair, nous savons qu'ils ne marquent plus beaucoup de buts depuis le départ de Stoiberg pour le Koweït, et qui sont privés de 2 joueurs indiscutables blessés, Tony Andersson et Larsson. Mais l'engagement physique légendaire des Suédois et l'expérience de Bollarsson et la frappe de balle de Tapper qui va inquiéter ici Ettori, eh bien tout cela constitue tout de même une force dont se soucie déjà l'entraîneur Lucien Muller. Ettori est déjà très sollicité, une balle glissante qui lui a échappé, et Moisan, replié, a sauvé de justesse.
Nouvelle intervention d'Ettori sur ce tir tendu de Tapper, un beau gaillard d'1m90. Bref, il faut attendre la 11e minute pour assister à la première action des champions de France. Dalger va mystifier 3 Suédois, ouvrir sur Zorzetto qui bien lancé Cernogues qui rate la reprise et Onis marque. Mais il y a un hors-jeu indiscutable prononcé par l'arbitre allemand de l'Est, Adolf Prokop. Jan Müller, 1m84, dernier rempart de Malmö, dégage sur le 11, Servin en pleine foulée. Intervention de Courbis et heureusement Ettori était là. Et sur ce corner suédois, Christensen, très offensif, bouscule Ettori, décidément très sollicité. Encore un long raid suédois, la manière britannique. L'entraîneur Bob Houghton a été à Ipswich. Andre Lundberg pour Stepper et Ettori intervient avec bonheur et inspiration. Une belle action des champions de France au départ. Solaire qui passe à Onis. Nogues passe à Chaussin en retrait. Mais Solaire tire, mais n'inquiète pas, Jan Moller, excellent sur les balles hautes. La mi-temps intervient 0-0, mais Monaco semble plus rassuré, les Suédois s'essoufflent. Alain Moisan, très inspiré sans France, à l'aile droite, centre, mais maladresse des attaquants monégasques, personne devant les buts de Müller. Et puis cette longue descente de Chaussin pour Dalger, le capitaine. Onis manque son tir, à gauche des buts du poteau suédois. Christian Dalger part seul, décidé mais pousse trop fort son ballon, glisse, trébuche et tombe sans qu'aucun défenseur suédois n'intervienne. Et pourtant il proteste. Les Suédois plus timides en deuxième période, mais parfois bien placés pour se créer des occasions. Erlandsson, la défense monégasque dégage et puis reprise et tir en route de Lundberg, belle détente d'Ettori, décidément très en forme. Un changement pour Malmö, Pritz remplace Hansson. Et nouvelle offensive suédoise, Erlandsson, centre-tir qui n'attire pas Ettori. Et c'est à Monaco que l'on change également un joueur. Le jeune Gudimar rentre et sorti de Onis souffrant des adducteurs. Faute suédoise sur Solaire, un coup franc pour Monaco tiré par Dalger. Gudimar tente sa chance, plonge de la tête. Müller intervient de justesse. Sur cette action, une faute de Courbis sur Kampval, sanctionnée par un coup franc, tiré par Erlandsson, et Servin va surgir, mais en position de hors-jeu, le score restera vierge 0-0, un match nul fort mérité pour une équipe monégasque qui a su tenir physiquement, mais qui sera privée si besoin est lors du match retour de Solaire, carton jaune injustifié. Monaco a cependant manqué d'inspiration en raison de l'absence de Jean Petit, la défense est parfois affolée, mais ce score vierge de 0-0 qui préserve la qualification pour les huitièmes de finale, on le doit aussi beaucoup à Jean-Luc Ettori. En Coupe des Champions, les Suédois de Malmö, les tombeurs de Monaco, recevaient les Soviétiques de Kiev. 9e minute, un tir d'Anderson, un mauvais renvoi de Bouliat et Servin bat Jurkovski. Malmö mène sur le score de 1-0. Là, c'est déjà une surprise. Anderson, le gardien rate. Bouliat ne peut dégager. Servin contrôle de la poitrine, puis de la tête. Les Suédois mènent. 34e minute, un corner tiré par Bolarsson. Tapper touche la balle. Christensen aussi. Et Kienval, lui, prend tous les risques. Il met fin ainsi aux espoirs des Soviétiques, déjà tenus en échec, 0-0 chez eux à Kiev lors du match aller. Décidément, plus rien ne va dans l'équipe de Oleg Blocky. À Cracovie, c'est aussi le club visiteur Malmö, tombeur de Monaco et de Kiev, qui marque le premier but. Malmö joue en bleu par Tommy Hansson. Cracovie égalise. Beau travail de Lipka le long de la ligne de sortie.
et but de Navalka. À 5 minutes de la fin, les Polonais prennent l'avantage sur cette action litigieuse. Le ballon, regardez bien, sort des limites, mais Wrobel centre et Kmiesik marque. Et l'arbitre turc, M. Tokat, accorde ce but douteux, Cracovie 2, Malmö 1. De Monaco. Les Suédois avaient perdu à Cracovie 2 à 1, chez eux c'est une autre affaire. C'est cependant Cracovie qui a marqué le premier but, par Kmiesik qui a repris ce centre de Krupinski. Mais pour les Polonais, les choses se gâtent très vite. 67e minute. Sur cette action, l'arbitre allemand, M. Eschweller, accorde un pénalty à l'équipe de Malmö. Pénalty tiré par Ljungberg, un but partout. 2 minutes plus tard, coup franc, Roy Andersson, repris par Servin, 2-1 pour Malmö qui a refait son retard du match aller. Malmö se détache. Coup franc tiré par Trapper et repris encore par Ljungberg. 3-1 pour les Suédois. Ljungberg, on va le retrouver. Il marque son 3e but et c'est le 4e de son équipe sur penalty. Malmö est donc qualifié. Malmö en maillot bleu bat aussi à Vienne 1-0 et pour la première fois, une équipe suédoise jouera une finale de Coupe d'Europe. Le but est inscrit à la 47e minute par Hansson. Malmö avait déjà éliminé le champion de France Monaco, puis le Dynamo Kiev, enfin les champions de Pologne, Wisla Cracovie. Le point fort de Malmö, sa défense, le gardien suédois Möller n'a encaissé que 2 buts en 8 matchs. Comme de temps à autre l'attaque marque un but, Malmö retrouvera en finale les Reds de Nottingham Forest. Vous revoyez le but, et en gros plan, le buteur, Tommy Hansson. It was beautifully cut out by Anderson. Robertson looking for Bertels, and Bertels showing the pace for the first time, and onto the roof of the net. He applauds the pass, typical piece of play by Robertson. He was hanging back and played it through to Bertels, who used his pace well. The goalkeeper came to meet him, and this is his strength, Muller, but he couldn't just curl it round, Bertels. Jonsson. Burns. Oh, he's given it away to Schindler. And rescued by Shilton. Kenny Burns definitely in two minds then. He might have let it run to Shilton in the first place. And instead he decided to head it just to take the pace off it and give it to Shilton comfortably. And it came much too much off the top of his head. And Schindler was a little bit too eager. Nicely inside Fritz. Bowyer spreading it out again with that fine left. Anderson's made the forward run, found by Francis. This is promising. Robertson at the back. Good attack that by Forrest. Started in fact by the man who almost finished it. But it was Francis who played the ball through to Anderson, whose cross was missed by the two forward players, and Robertson came in at the back, unable quite to pull it back enough, but it was put out in fact by Anderson. Francis, Woodcock, a good flick by Woodcock, looking for Bertels coming in behind. Woodcock again, full of industry. That's McGovern's shot! The most cleanly hit shot of the night. Woodcock who did the spade work. McGovern with a good left foot, but away past the far post. It's Woodcock. Much more in the game in the last 5 minutes. McGovern. Battle for it and battle well. Picks up Bowyer! And
the goalkeeper was starting to go the other way, recovered and nearly lost it from his grasp. Some good battling by McGovern. Look how he looked for the man. Found Bowyer. I think you'll see the goalkeeper starts to go to his left, then having to adjust to his right, and it went underneath him, but he just took enough of the sting off to grab it again. Birtles, Woodcock, he's in clean, and he carried it to the keeper. I don't think he deviated from a straight line. Well, we can see it from behind the goal whether he did or not, but I don't think in any way he tried to dummy the goalkeeper. In fact, he hadn't fully got it under control, I don't think. And here's Savine, and no one to get on the end of it. And Shilton turning to Kenny Burns. Francis, Anderson, Birtles in the middle. Anderson going it alone with those elastic legs of his, away by Magnus Anderson. That's not a good header down, and here's Viv Anderson again. Driven across. He looks disappointed, and so did Woodcock. With a ball of less force, might perhaps have picked out Woodcock. It's particularly disappointing, the score at half-time, bearing in mind that Malmo had lost two important players before the start of the match and have lost a third during the course of the first half. Robertson, the first time we've seen them attack them, and there's Francis! Well, that's what I wanted to see Robertson do. And Trevor Francis, the £1,000,000 man, puts his name on the score sheet and returns a great deal of the check. Robertson, the first time he's attacked them, used his pace, a fine cross, and in comes Francis to break the deadlock. Well, the defenders have shoved John Robertson inside every time they get the opportunity. That's the first time he's been able to get to the dead ball line. And there's lots of fullbacks in the first division who'll be able to tell you that he's the best in the business if you're... On to Birtles from Woodcock. Birtles still with a chance. The two Forest players put their heads in their hands. Birtles looks down. Oh, the sort of chance that looks so easy from the stand. Woodcock again had done the spade work. Birtles just got a nick, waited for it to come down, and swung high and not so handsome. And that's why McGovern had to go backwards. Really do push up, close the play down. Francis, another good run. Comes from behind Birtles, but here's Robertson, and he hit the post. Really deserved a goal for the superb run again from Francis. Really went at them again, got to the byline, pulled back behind Birtles, who come to the near post. Woodcock was in the centre, and Robertson thumped it against the foot of the post. Well, that's not a good ball, and Robertson did well to hold it. That's good from Woodcock. Birtles, Woodcock. Probably the best we've seen of Tony Woodcock, and he's still in there with a chance. And he's going for the top. As Birtles came in, well, they're very thankful to see that go past the far post. But some lovely body swerves here by Woodcock. Got the return. Turned, let the ball do the work, let the defender get out of the way. Got a block, got up on his feet once more. Real example of both industry and skill from Woodcock. Ken Johnson coming up into the middle again, where you'll already find 5 other players. Met by Savine, but harmlessly away. And he really brushed his forelock. Possession for Nottingham Forest. Become the 5th team to win it by the only goal. Haven't seen too much of this sort of thing from Anderson, just once I remember in the first half.
But it doesn't matter anymore. Nottingham Forest have done it. Not the victory that they were looking for in style, but a victory nonetheless, causing Peter Taylor to smile, but noticeably not Brian Clough. But they don't mind about the score. They're only concerned about the fact that the European Cup has come to Nottingham Forest. When Brian Clough joined Forest in January 1975, when they were 13th in the second division, he said it would take 6 years to produce a championship team. In fact, it's taken 4 years and 5 months for them to win the European Cup, through the one goal scored by Trevor Francis, for whom he was prepared to write out a cheque for over £1 million.